Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous. Vous allez peut-être aller à table, il fait froid dehors donc couvrez-vous et surtout il pleut un peu partout en France mais c'est normal, c'est un peu l'hiver. On va parler de votre immobilier, de votre logement et on est ravis bien sûr de vous retrouver avec l'équipe de Parlons Immo. Bonjour Bérénice Deville. Bonjour Sylvain. Je suis ravi que vous soyez avec moi. Moi aussi. J'attends le samedi toujours avec impatience avec vous. Notre super Bérénice avec notre producteur préféré qui est avec nous, Grégoire Darico. Comment il va Grégoire? Très bien Sylvain, je suis également ravi d'être avec vous aujourd'hui. Il est ravi d'être avec moi. Voilà. Vous savez que chaque samedi, on peut pas faire notre émission sans notre docteur préféré. Le spécialiste. Voilà, le docteur Laurent Permas, spécialiste de l'éco-rénovation, le thérapeute de votre santé patrimoniale et financière, est avec nous. Salut Laurent. Je suis venu sans blouse. Bonjour Sylvain. Bon, merci Laurent d'être avec nous. Nous étions d'ailleurs à Nantes avec Sud Radio cette semaine. Absolument. Justement pour un grand raout de l'éco-rénovation. On va parler d'accession à la propriété. C'est le gros sujet, vous savez, ça repart un peu, donc on voulait aussi vous présenter des solutions innovantes. Comment accéder à la propriété dans de bonnes conditions? Vous allez voir, c'est plutôt ingénieux et pour cela, on sera avec Xavier Lépine, le président des Néo-Proprios qu'on va recevoir, ça sera notre grand invité. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO I2MO 72018. C'est avec vous Bérénice et on va effectivement parler de plein de sujets aujourd'hui. Oui, et d'un sujet pas gai, mais dont il faut parler. Là, on va vous présenter la Fondation des femmes et je vais vous expliquer ce qu'elle fait sur le terrain, notamment avec 2 programmes abris d'urgence et elle déménage pour aider les femmes victimes de violences à quitter leur domicile. Ah oui, ça c'est un vrai sujet, c'est un fléau. Il y a eu 5 féminicides la semaine dernière, le même jour. Et malheureusement, ce sont des chiffres en augmentation qui sont très inquiétants. Vous avez raison, et c'est important qu'on vous sensibilise, les amis. Et puis nous parlerons également viager avec vous, Bérénice. Oui, on parlera viager. On va voir qu'est-ce qui motive les vendeurs à mettre leurs biens en viager. Et ensuite, on discutera bien sûr de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Oui, effectivement, mon cher Sylvain, avec Laurent, on va vous parler d'un outil essentiel encore méconnu de la rénovation énergétique, c'est l'audit énergétique. Et puis, dans notre chronique Maison Saine, Sylvain, on abordera le sujet de la lèpre de la maison. Je veux parler de la mérule. Tout un programme. Et tout de suite, les informations à retenir avec vous, Bérénice. Quel programme, les news de la semaine? Alors, au programme, le feuilleton de la taxe foncière qui fait des montagnes russes, une mesure très concrète pour mettre à l'abri au plus vite les femmes victimes de violences et une histoire folle d'escargots utilisés pour échapper à la taxe foncière. C'est en Angleterre que je vous emmènerai. Elle nous trouve toujours, Bérénice, c'est un régal. Je savais que ça allait vous plaire, les escargots. Samedis. On va commencer par cette fameuse, c'est incroyable, hein, la taxe foncière retoquée, puis suspendue. Bref, aller-retour, on en est où exactement? Alors, Sylvain, on va remettre un peu d'ordre. Tout a commencé le 18 novembre. Bercy annonce une mise à jour des bases de la taxe foncière pour 2026. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'idée, c'est d'intégrer ce qu'ils appellent des éléments de confort du logement. Les éléments de confort, c'est l'eau courante, l'électricité, le chauffage, les toilettes, la douche ou la baignoire. Concrètement, chaque équipement était converti en mètres carrés fictifs qui s'ajoutaient à votre surface. Ça veut dire que pour l'eau courante, il fallait rajouter 4 mètres carrés. Pour le chauffage, 2 mètres carrés. Pour une baignoire, là, c'est le jackpot, c'est 5 mètres carrés. Résultat, un petit studio de 15 mètres carrés qui avait tous ces éléments, et il était imposé comme s'il faisait une trentaine de mètres carrés. Donc la mesure, elle devait concerner 7,4 millions de logements pour une hausse moyenne de 63 € de taxe foncière, donc pour 2026. Vous imaginez bien la réaction générale, ça a été un tollé. Toute la classe politique, y compris de la majorité, s'est insurgée. Les associations de propriétaires, les syndicats des finances publiques, les élus locaux. Tout le monde a dénoncé le fait qu'on considère des équipements de base comme du confort, alors que c'est juste de la décence. Donc face à ça, le mercredi, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a donc appuyé sur pause. La hausse liée à ces éléments de confort est suspendue jusqu'au moins au printemps 2026. Donc il a aussi dit qu'il voulait abandonner l'approche uniforme nationale et travailler territoire par territoire avec les élus locaux, parce qu'on a vu que quand on instaure un dispositif au niveau national, ça fonctionne pas. Donc pour les propriétaires qui nous écoutent, sachez que déjà, votre taxe foncière 2025 ne bougera pas à cause de ce dispositif. Ça, c'est important. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ensuite, pour 2026, cette hausse, elle est suspendue, mais le sujet n'est pas clos. Il y aura une réforme des bases. Donc, mon conseil,
conseil, c'est vraiment de suivre vos prochains avis de taxe foncière, de vérifier la description de votre logement et en cas d'erreur ou de hausse incompréhensible, n'hésitez pas à demander des explications et consulter si besoin. C'est important. Et on peut contacter les impôts pour leur dire qu'on n'est pas d'accord. Quand je pense qu'il y a quand même des technocrates à Bercy, avec un peu de retour, ça ira très bien, sur justement penser à ce genre de choses. Ne m'en parlez pas, ça me rend hystérique. Il y a vraiment des... Il y en a qui n'ont vraiment rien à faire. On vit visiblement pas dans le même monde. Deuxième info, on va revenir sur la journée du 25 novembre consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, un vrai sujet. Et vous nous dites qu'il y a une nouveauté très concrète, notamment liée au logement. Oui, c'est le gouvernement qui a envoyé au préfet une circulaire qui organise territoire par territoire tout le parcours logement des femmes victimes de violences, de l'hébergement d'urgence jusqu'au relogement durable. Donc l'idée, c'est un triptyque en fait, c'est de protéger, de reloger et de reconstruire. Très concrètement, il y aura un accès immédiat à un hébergement d'urgence. Une femme qui est victime de violence avec ses enfants aussi, si elle en a, doit pouvoir être mise à l'abri très vite via le 115. Je vous rappelle, appelez ce numéro. Pas besoin d'avoir déjà porté plainte pour être hébergé. Ça, c'est le deuxième point. La priorité, c'est vraiment la sécurité. On sort la femme du logement prison, comme l'a dit le ministre du Logement cette semaine, parce que les femmes qui sont victimes de violence, elles sont dans une prison chez elles. Donc voilà, l'idée, c'est de les mettre à l'abri et seulement ensuite viennent les plaintes, les procédures. Et enfin, il y a une organisation qui va se faire département par département. La circulaire impose la mise en place de protocoles entre les services de l'État, les forces de l'ordre, la justice, les associations et les bailleurs sociaux, justement pour fluidifier le passage de l'hébergement d'urgence vers un logement plus stable. Bien sûr. Et surtout, si vous avez vent dans votre quartier, dans votre chaîne, dans votre cage d'escalier, surtout faites un signalement, c'est un vrai sujet. Ouais. Et on va terminer. Alors, c'est incroyable. Une histoire, c'est un régal. Des escargots utilisés pour plus payer. C'est vrai ça? Oui, pour plus payer la taxe foncière. Alors c'est en Angleterre. En fait, certains propriétaires ont une imagination débordante. Alors en fait, là-bas, les bâtiments agricoles et piscicoles sont exonérés de taxes foncières. Donc des propriétaires peu scrupuleux, je tiens quand même à le préciser, ont eu une idée, créer de fausses sociétés d'élevage d'escargots pour transformer des bureaux vides en pseudo-bâtiments agricoles. Non. Donc des agents municipaux à Westminster sont tombés sur ces installations dans 2 immeubles de bureaux vides et ils ont trouvé des caisses avec 2 escargots dedans, pas plus. Donc sur le papier, ça suffisait à faire passer le bâtiment pour un site agricole et donc à ne plus payer cette fameuse taxe foncière. Donc évidemment, la ville a expliqué qu'elle a déjà fait liquider plusieurs de ces fausses sociétés d'élevage. Et ça, c'est le cas aussi à Londres, à Liverpool. Mais quand même, bilan estimé environ 370 000 livres de taxes foncières perdus en 3 ans. Ah ouais, quand même. Il y en a pas mal qui font des faux élevages. Vous allez nous trouver la semaine prochaine une autre histoire assez croquante. On connaissait la perfide Albion, mais là, c'est carrément de l'ingéniosité. Ça frise l'art. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire. Et bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on met le projecteur sur un outil essentiel, mais encore trop méconnu, un outil de la rénovation énergétique. Je veux parler de l'audit énergétique. Pourquoi le faire? Quand est-ce qu'on en a besoin? Et puis combien ça coûte? On en parle avec vous, Laurent Permas. Oui, rebonjour Grégoire. On avait parlé de l'audit énergétique il y a quelques temps. C'est le point de départ incontournable. C'est un peu le check-up, le bilan de santé de votre habitation. Donc indispensable de commencer par là. Et beaucoup voient ce terme un peu comme technique et coûteux. C'est quoi, Laurent, un audit énergétique concrètement? Alors, l'audit énergétique, en fait, c'est un diagnostic approfondi de votre logement qui va checker en fait l'isolation, les murs, les combles, les fenêtres, le chauffage, la ventilation aussi, et puis la consommation réelle d'énergie. L'idée, c'est d'identifier en fait les points faibles de votre habitation, là où vous perdez de la chaleur et là où vous dépensez forcément trop d'énergie. Et puis la personne qui audite propose un plan d'action personnalisé avec plusieurs scénarios de travaux possibles, une estimation des économies, une projection de la facture d'électricité après les travaux et les aides qui sont mobilisables. Bref, ça détaille précisément un véritable plan d'action pour améliorer l'efficacité de votre logement au niveau énergétique. Alors Laurent, le problème c'est qu'on le confond souvent avec le DPE, l'audit énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences? Oui, exactement. Le DPE, c'est une étiquette, d'accord, de A à G. C'est une photo globale de la performance énergétique de votre logement avec la consommation estimée, les émissions de classement. C'est obligatoire pour vendre ou pour louer. L'audit énergétique, lui, va beaucoup plus loin, justement. Il propose une approche approfondie, repère les défauts, propose des scénarios chiffrés, priorisation des travaux, les coûts estimés, les gains énergétiques et les aides possibles. Je le rappelle, c'est un véritable
véritable plan de rénovation. Alors dans quel cas l'audit il devient intéressant, voire même peut-être obligatoire? L'audit aujourd'hui est obligatoire dans plusieurs cas. Le premier, lorsque vous vendez une maison ou un immeuble classé passoire thermique, classé F ou G au DPE. Et puis depuis 2025, la règle s'élargit avec un audit qui est obligatoire pour les logements classés E. Après, au-delà de la réglementation, en fait, moi ce que je recommande, c'est de le faire systématiquement en complément du DPE. C'est pour vous une sécurité en termes de travaux. Est-ce qu'il y a un frein fréquent? J'ai une question, Laurent. Est-ce que ça se cumule avec le DPE? Donc DPE plus audit? Absolument. Vous pouvez faire okay. Le DPE, en fait, permet d'avoir une photo. Okay. Et lorsque vous voulez engager des travaux avec un vrai scénario de priorisation, eh bien, il faut faire un audit énergétique. D'accord. Donc, DPE plus audit qui vous donne le cap. Absolument. Et la vision. Alors, Laurent, il y a un frein qui est fréquent, c'est le coût. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, le coût, en fait, c'est entre 900 € et 1500 €. Alors, c'est en fonction de la taille de votre appartement. Alors, c'est un peu moins cher, c'est à 700 € pour un appartement. Pour une maison, c'est un peu plus cher. Il n'y a pas de tarif réglementé, en fait. Donc, c'est important de comparer, justement, avec plusieurs devis. Mais l'intérêt, c'est surtout d'avoir des gains en termes de financement. Et puis, je rappelle, l'audit énergétique peut être pris en charge à la fois par les coups de pouce de votre commune. Donc, appelez votre commune. Et puis aussi, dans certains cas, avec MaPrimeRénov'. Alors, on parle des bénéfices concrets, qu'est-ce qu'ils sont? Vous avez un plan clair, personnalisé, vous savez par quoi commencer. Ensuite, on évite les erreurs de diagnostic. Faire une pompe à chaleur avant, justement, de pouvoir regarder tout ce qui est lié à l'isolation. Et puis, on accède aux aides, ça c'est important, aux subventions, et vous augmentez bien évidemment votre confort de logement en réduisant vos factures. Allez Laurent, rapidement pour conclure, pourquoi est-ce qu'on doit faire un audit énergétique? Tout simplement pour pouvoir faire véritablement des économies et d'avoir un logement après les travaux liés à votre audit énergétique qui est sûr et avec une projection de votre tarification en termes de coût de la facture énergétique. Merci Laurent Permas. Eh bien, on va faire une petite pause, les amis. Ensuite, on va continuer avec vous, Bérénice, dans Ça vous concerne, et on reçoit ensuite notre invité. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui les amis, comme chaque samedi de 12h à 13h, nous sommes avec vous, avec Parlons Immo, l'émission qui parle de votre immobilier, de votre logement. Surtout, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions par SMS au 7 20 18, on vous y répondra. Et justement, on va parler de votre logement et des difficultés parfois qui vous concernent, et justement, ça vous concerne. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec vous, Bérénice, on a reçu un SMS cette semaine qui est vraiment peut-être même dramatique parfois. C'est le sujet des féminicides en France. Et oui, je rappelle que la semaine dernière, il y en a eu 5 en une seule journée. Les féminicides sont en augmentation, donc c'est important d'en parler. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, c'était important de lire ce SMS. Je vous le lis. Les 5 féminicides en une journée la semaine dernière nous ont tous choqués. J'entends que le gouvernement veut sauver celles qui sont violentées, mais concrètement, une femme qui décide enfin de partir, on en fait quoi? Où est-ce qu'elle dort ce soir? Qui l'aide à refaire sa vie? Et ça, c'est une auditrice qui nous a écrit, qui souhaite rester anonyme. Donc pour y répondre, on accueille Laura Slimani, porte-parole de la Fondation des femmes. On va parler de bonjour Laura. On va parler de la mission justement de la Fondation des femmes et de deux de vos dispositifs pour mettre justement les femmes à l'abri et les aider à partir vraiment durablement. Alors rapidement, Laura, quel est le rôle de votre fondation, de la Fondation des femmes ? Alors, la Fondation des femmes, c'est la première et la seule fondation reconnue d'utilité publique en France dont la mission est de collecter des fonds auprès des particuliers et de les reverser à des associations qui coordonnent sur le terrain des dispositifs de protection, d'hébergement, d'accès aux droits pour les femmes, en particulier pour les femmes victimes de violences. Et donc, nous sommes créés depuis 10 ans. Nous avons redistribué plus de 14 millions d'euros à plus de 600 projets partout en France. Et on fait encore, en cette fin d'année, appel à la générosité du public pour pouvoir soutenir toujours plus de femmes qui font face à ces violences et qui, justement, demandent de l'aide et décident de partir. Oui, et d'ailleurs, je précise que vous pouvez donner à la Fondation des femmes sur le site internet. Alors, vous avez mis 2 programmes en place dont on ne parle pas assez et qui permettent de sauver des femmes. Alors, le premier, j'aimerais que vous nous présentiez
présenter Abri d'urgence. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Le programme Abri d'urgence, c'est un programme de mise en sécurité des femmes victimes de violences qui permet de ne laisser aucune femme sans solution lorsqu'elle fait une demande de mise à l'abri, de mise en sécurité. Parce qu'il faut savoir que la qualité de la réponse que vous allez apporter à une femme qui demande de l'aide, au moment où elle demande de l'aide, ça va être déterminant dans sa capacité à sortir durablement des violences et à ne pas retourner vers son conjoint parce qu'elle n'est pas logée dans de bonnes conditions. Donc très concrètement, on a des associations et en partenariat avec le groupe Accor, on a des associations qui réservent des nuitées hôtelières sur une plateforme sécurisée et qui leur est dédiée. Et les femmes restent une vingtaine de nuitées, le temps de trouver une solution plus durable. Mais l'idée, c'est de leur donner, encore une fois, un accueil de qualité dans des hôtels qui sont des hôtels de qualité, dans lesquels elles peuvent aussi venir avec leurs enfants parce qu'il y a aussi des appart-hôtels. Le temps de trouver une solution plus durable et de ne pas devoir dire à cette dame, non, revenez demain, parce que lui dire revenez demain, c'est potentiellement la condamner. Oui, elle ne reviendra pas demain, ouais, forcément. Alors le deuxième programme qui est encore moins connu, c'est Elle déménage. Qu'est-ce que ça permet ? Je trouve ce programme vraiment incroyable. Elle déménage, oui, c'est un programme dont on est très fiers, qu'on coordonne et qu'on a incubé et qui est aujourd'hui coordonné par une association qui s'appelle Une Voix pour Elle. Et donc c'est un programme qui permet l'organisation d'un déménagement sécurisé et gratuit pour les femmes victimes de violences qui sont parties. Parce que quand vous partez de chez vous, vous partez pas, vous n'avez pas le temps de faire votre valise, de prendre vos affaires, etc. Souvent, vous partez dans l'urgence parce que c'est trop, parce que voilà, vous partez pour vous sauver votre vie et celle de vos enfants, très souvent. Et donc, cette urgence ne vous permet pas d'avoir toutes vos affaires. Donc, vous partez, vous êtes hébergé dans un hébergement d'urgence, chez des proches, etc. Et en fait, l'idée de cette association, l'idée de ce programme, c'est que vous avez une équipe qui va analyser la situation, amener sur place des bénévoles, des camions et pouvoir vous permettre de récupérer vos affaires, donc que ce soit vos vêtements, mais aussi les affaires de vos enfants, vos papiers, vos meubles, pour pouvoir vous réinstaller ensuite dans de bonnes conditions et que vous n'ayez pas finalement une double peine en partant de devoir tout racheter, d'être séparé aussi de biens qui vous sont chers. Oui, parce que ça peut bloquer aussi pour les femmes qui veulent partir. Oui, ça peut être vraiment très bloquant de pas être sûr de récupérer ses affaires. Donc l'idée, c'est de donner une solution très concrète qui diminue le risque, encore une fois, de retour au domicile conjugal. Et là, vous me disiez que dans certains cas, la police ou la police peut accompagner les bénévoles ou les personnes qui vont faire ce déménagement. Si jamais le conjoint est dangereux. Oui, ces déménagements, ils sont opérés de manière extrêmement professionnelle. Il y a une analyse du danger qui est faite au préalable. Et effectivement, dans les cas où il y a un danger, justement, eh bien, la police municipale ou nationale peut être amenée à accompagner sur place pour sécuriser et qu'il n'y ait pas de nouvelles violences qui soient commises, évidemment. Merci beaucoup, Laura Slimani. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fondation des femmes. Allez voir le site de la Fondation des femmes sur Internet. Et si vous nous écoutez, que vous êtes victime ou témoin de violences, rappelez-vous, le numéro, c'est 3919, le numéro national d'écoute anonyme et gratuit pour être orienté vers une association près de chez vous. Et en cas de danger immédiat, c'est le 17 qu'il faut appeler ou le 114 par SMS. Merci Bérénice, merci à vous. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité, notre grand témoin aujourd'hui. C'est vous, Xavier Lépine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en ce samedi. Vous avez un parcours impressionnant dans l'immobilier et la finance. Et aujourd'hui, vous êtes président de Néo-Proprio. C'est une solution qui veut bousculer l'accession à la propriété avec une promesse très simple. Acheter un logement neuf 2 fois moins cher avec des mensualités plus proches d'un loyer que d'un crédit immobilier classique. On va voir ensemble comment ça marche concrètement, à qui ça s'adresse et pourquoi ça intéresse aussi les investisseurs, Xavier Lépine. Tout à fait. Alors, peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare les gens qui restent toute leur vie dans le même logement. En moyenne, vous restez, d'après les statistiques de remboursement anticipé des banques ou d'après les chambres des notaires, dans les zones tendues, les propriétaires déménagent tous les 8 à 10 ans. Alors pourquoi essayer d'acheter finalement quelque chose qui n'est plus achetable, c'est-à-dire la propriété à perpétuité, alors que finalement on va rester très probablement une période beaucoup plus courte. C'est comment rendre abordable ? Eh bien, en fait, c'est de faire cela à travers. On vous cède la propriété pour un temps limité. Ce temps limité, c'est un quart de siècle, c'est 25 ans. Et ça change tout.
Ça change tout. Je vais prendre un exemple extrêmement concret d'un couple qui vient d'acheter aujourd'hui. Ce couple, c'est un couple qui gagne 3 500 € par mois. Lui, il est agent de maîtrise. Elle est prof des écoles. Ils habitent à côté d'Ormesson et ils viennent d'avoir un enfant. Bon, et ils décident d'accéder à la propriété. Eh ben, ils ont envie. Ils ont très envie. Enfin, mais voilà, leur rêve, c'est d'accéder à la propriété. Leur rêve, c'est bien évidemment d'accéder. Bon, maintenant, avec le PTZ de l'État, ils ont repéré effectivement un programme de logement neuf, puisque c'est là-dessus que nous commençons notre activité, qui vaut 335 000 €. 65 mètres carrés, c'est bien, c'est super. Ça fait 5 000 € du mètre carré. Jusque-là, tout va très bien. Même avec le PTZ, ça leur coûterait 1 420 € par mois. Si tu gagnes 3 500 €, ça fait plus de 40% de son revenu. Absolument. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Donc là, on les rencontre et on leur dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va co-investir à vos côtés. Et au lieu de vous le vendre 335 000 €, vous n'avez pas d'apport, vous n'avez pas besoin d'apport, on va vous le vendre la moitié. Moitié prix, 167 500 €. Donc vous allez non pas emprunter 335 000, mais la moitié, donc ça va vous coûter seulement 666 € de crédit au lieu de vous coûter 1420 €. Soit l'équivalent d'un loyer. Alors vous allez payer un complément pour rémunérer votre partenaire financier tous les mois, qui sera 335 €. Donc au total, ça va vous coûter 1 000 €. Et 1 000 €, c'est curieux, mais c'est le prix d'un loyer, d'un logement comme cela dans le coin. Et donc ça vous coûte 29% de vos revenus. Et du coup, ça passe. Et du coup, entre 40 et 30%, vous avez juste la faculté de le faire. On a compris. Ça, c'est le départ. Alors, ça dure 25 ans. Ça dure 25 ans. Mais mettons que dans 10 ans, vous ayez un deuxième enfant, ou vous avez une mutation en province, ou vous faites je sais pas, vous progressez, vos revenus augmentent, vous avez envie de déménager. À ce moment-là, on vous dit, nous, on vous rachète le bail amphithéotique, puisqu'il s'agit d'un bail amphithéotique que vous avez signé chez le notaire. On vous le rachète à un prix convenu d'avance, et on va même vous donner la moitié de la hausse de l'immobilier, de la quote-part que vous avez acheté. Très concrètement, j'ai fait une hypothèse de l'immobilier finalement augmente de 2% par an. Par exemple, oui. Parce que c'est l'inflation, oui. etc. Eh bien, au bout de 10 ans, si la personne décide de partir, on va lui racheter un certain prix. Il doit évidemment encore de l'argent à la banque, mais la différence entre les deux, elle est certaine, c'est 40 000 €. Il n'a pas mis d'apport, il a payé 1 000 € par mois et il part avec 40 000 €. C'est-à-dire l'équivalent de 3 ans, années et demie de coût de logement. Merci beaucoup Xavier Lépine pour cette première explication. Je vous restez avec nous, parce qu'on va creuser un peu, c'est un peu innovant pour les Français, et essayer d'y comprendre un peu mieux. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Vous êtes de retour sur Parlons Immo, votre émission hebdomadaire, 12h-13h, tous les samedis sur Sud Radio, un peu partout en France. On parle de votre logement, de votre immobilier. Il est resté avec nous sur le plateau. Nous recevons Xavier Lépine. Merci d'être resté avec nous, Xavier. Vous êtes le président de Néo-Proprio. Après, on s'interrogera avec vous, Grégoire. On va parler de Maison Seine. Oui, et Sylvain, on parlera de la Mérule. Vous allez voir, très sympathique. Ça donne envie. Ouais, Parlons Immo, ça donne vraiment envie tous les samedis. Et vous êtes toujours avec nous, Xavier Lépine, merci d'être resté. Alors, on a vu, vous avez parlé de bail amphithéotique. Oui. Moi, je sais à peu près ce que c'est, mais pour la plupart des Français, c'est un peu nébuleux. C'est quoi un bail amphithéotique ? C'est un bail amphithéotique, ça existe depuis des centaines d'années. C'est juste le fait que vous achetez la propriété pour un temps défini à l'avance. C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à moi. C'est à vous. C'est à moi, vraiment. J'ai un titre de propriété, mais Total. pendant un temps limité. C'est comme une concession, quoi. Si vous voulez. Non, mais pour donner une analogie, je veux dire... Oui, voilà. je ne sais pas si on connaît plus les concessions, sauf c'est la perpétuité, mais c'est un autre thème. Mais c'est un prêt, en fait, c'est un prêt temporaire où on est pleinement propriétaire
Et vous partagez la plus-value, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Vous partagez la plus-value, c'est un petit peu comme si vous achetiez une partie, que vous louiez une autre. On repart pas sans rien au bout de 25 ans. Ah bah non, si vous restez 25 ans, d'abord on vous donne aussi la possibilité. Mais prenons le cas. Vous êtes resté 25 ans. On est resté 25 ans, le T2, on l'a acheté, il valait 300 000 euros, je l'ai acheté 160 000. 150. Ouais, voilà, 150. Combien, voilà, au bout de 25 ans, scénario. Alors, au bout de 25 ans, d'abord, on vous a donné la possibilité à tout moment de l'acheter définitivement. Si vous avez eu les moyens pendant les 25 ans et que ce logement vous plaisait. Attendez, si pendant la durée qui est la durée des 25 ans, la durée de votre emprunt. Je veux l'avoir entièrement, c'est-à-dire pour payer l'autre quote-part que l'investisseur a co-investi avec moi, je peux. À tout moment. Mais à quel prix? Au prix initial. Alors, vous avez acheté la moitié au prix initial et vous achetez la deuxième moitié au prix du jour. Ah, d'accord. Ok. Donc, si ça a pris de la valeur, je vais payer plus cher que l'autre moitié. Oui, mais vous avez vécu dedans tout de suite. Et vous avez acheté. Qui vous offre aujourd'hui la possibilité d'acheter en 2 temps? Bravo. Non mais bravo, c'est une bonne réponse. Ça c'est un bon argument. Alors derrière niveau propriétaire, il y a des investisseurs. Je voudrais que vous nous en parliez parce que vous faites pas tout ça tout seul. Comment ça fonctionne? Alors l'investisseur, en fait, il fallait résoudre la quadrature du cercle. Aujourd'hui, acheter son logement, on le voit bien pour les familles, c'est quasi impossible. Et c'est pas attractif pour un investisseur parce que le rendement locatif est très faible. Et objectivement, avoir des locataires, c'est parfois très ennuyeux, pour pas dire plus. Ici, vous avez cédé la propriété à un propriétaire pendant la période. Il vous a versé, j'avais évoqué tout à l'heure, le montant qu'il vous versait tous les mois. Pour vous, c'est un rendement. Le fait que le bail, il y a du temps qui passe. Vous avez évoqué, on n'a pas tout à fait fini, mais au bout de 25 ans, je vais vous redonner la moitié de ce que vous avez payé. Mais finalement, c'est vous qui l'avez payé par votre crédit. Moi, en tant qu'investisseur, finalement, je vais avoir la moitié de votre plus-value, plus le fait que je vous rachète au fur et à mesure du temps qui passe. Donc, au total, en tant qu'investisseur, je devrais avoir un rendement locatif plus attractif. C'est pas colossal, mais c'est beaucoup plus attractif et sans les ennuis d'avoir des locataires. C'est vous, propriétaire, Sylvain, si vous êtes néo-propriétaire, qui allez payer vos travaux, qui allez payer votre taxe foncière, qui allez faire ce que vous voulez chez vous. En fait, au bout de 25 ans, je récupère ma mise. Vous récupérez la moitié de votre mise plus la moitié de la hausse. Je récupère la mise, la moitié plus la hausse que vous partagez. Et il y a 2 solutions. Soit je rachète la totalité, soit c'est l'investisseur qui conserve la propriété du bien. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait pendant les 25 ans, vous avez toujours la possibilité de le faire jusqu'au dernier jour. Et l'investisseur, lui, il fait son profit naturel. J'ai une dernière question pour vous, pour cet entretien, mais vous restez avec nous parce qu'on a une grande question à vous poser tout à l'heure. Sur le papier, ce que vous nous dites, ça nous fait rêver. Effectivement, ça a l'air d'une très bonne solution. Les gens qui nous écoutent, en fait, ont bien compris qu'ils peuvent acheter finalement pour la moitié de la valeur d'un bien neuf. Pour l'instant, je précise. Pourquoi ça prend pas plus de poids vous démarrez? Est-ce que donnez-nous un petit peu la température du mouvement? En fait, parce qu'en plus, j'ai vu que vous étiez éligible en plus au PTZ. On est tout à fait éligible au PTZ. Il nous a fallu un temps assez considérable pour l'être parce qu'il y avait un tout petit peu de difficulté dans les gouvernements à signer des décrets. Maintenant, ça démarre bien. L'autre difficulté n'est pas tant de trouver des acheteurs particuliers. Cela, dès qu'on a un programme, on vend à une vitesse incroyable. C'est trouver des investisseurs qui changent de mentalité, qui se disent « je n'ai plus un locataire ». J'ai en face de moi un propriétaire. Et le gouvernement a parlé de vous plusieurs fois d'ailleurs. Valérie Létard, l'ex-ministre du Logement, avait mis en avant votre dispositif. Non seulement elle a parlé de vous, mais effectivement, elle a fait en sorte, elle a été très prolixe, puisqu'elle a permis que vous entriez dans le PTZ. On va s'arrêter là pour cette partie d'entretien. Vous restez avec nous, bien sûr, Xavier Lépine, et on peut vous trouver bien évidemment également sur Internet si on veut en savoir plus, ou vous appelez tout simplement la rédaction. Je vous propose maintenant qu'on parle justement des maisons, et plutôt des maisons saines, par exemple. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Un corps sain dans une maison saine, c'est une bonne idée, voilà. Avec les phénomènes de moisissure et d'humidité, c'est une chronique que nous avons chaque semaine pour le bien-être des occupants avec vous, Grégoire. Et oui, Sylvain, cette semaine, on s'intéresse à un mot qui fait
peur, à juste titre, la mérule. Surnommée la lèpre des maisons, elle peut détruire les murs, faire pourrir les charpentes et contaminer un bâtiment entier. Tout ça en silence. Alors pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'évoquer un sujet aussi sérieux que méconnu. Alors Édouard, justement, première question, c'est quoi exactement la mérule ? La mérule, c'est un champignon lignivore, c'est-à-dire que c'est un organisme qui se nourrit du bois. Mais pas que. Elle peut aussi s'attaquer, si vous voulez, au papier, au carton, au textile, tout ce qui contient de la cellulose. Et le pire, c'est qu'elle agit en silence, souvent cachée derrière un placo, une poutre ou un plancher. Et c'est localisé dans certaines régions uniquement ou on en trouve partout en France ? C'est une question importante, Grégoire. Longtemps, la mérule a été associée aux régions très humides comme la Bretagne, le Nord ou l'Ouest. Aujourd'hui, on en trouve dans toutes les régions françaises, y compris en zone urbaine. Pourquoi ? Parce que c'est pas le climat qui l'a créée, c'est l'humidité dans les bâtiments. Et oui, et justement, comment est-ce qu'elle apparaît chez nous ? Qu'est-ce qui déclenche son développement ? 3 ingrédients suffisent. Une forte humidité persistante, souvent liée à des fuites, des infiltrations ou un manque de ventilation, des matériaux cellulosiques, le bois, le plâtre, le papier peint, et l'obscurité, car la mérule fuit la lumière. Dès que ces conditions sont réunies, le champignon peut vite se développer. Bon, elle fait quoi au mur ? Quelle est son action concrètement ? Concrètement, elle rentre dans les matériaux, elle les dégrade de l'intérieur, les rend friables, comme si le bois devenait du carton mouillé. À terme, elle peut faire s'effondrer un plancher, affaiblir une charpente ou provoquer même des dégâts structurels majeurs. D'ailleurs, dans certaines villes, les maisons infestées sont classées comme insalubres. Et c'est contagieux ? Malheureusement, oui. La mérule produit des milliers de spores invisibles qui voyagent dans l'air. Si vous avez une maison mitoyenne, un immeuble, une copropriété, elle peut passer d'un logement à l'autre. Un seul spore coincé dans une chaussure suffit. C'est pourquoi certaines communes imposent un signalement en mairie quand une mérule est détectée. Tout cela est très sympathique, donc j'imagine que c'est très difficile à gérer une fois que c'est installé dans la maison. Ouais, parce qu'il suffit pas de nettoyer le mur. Il faut couper la source d'humidité, assécher complètement la zone, puis détruire tous les spores et le réseau de mycélium, souvent par des traitements fongicides puissants, voire en remplaçant les matériaux qui sont atteints. Allez, un dernier mot, Édouard, pour nos auditeurs. Oui, l'humidité, on voit bien que c'est le carburant de la mérule. Si vous avez une cave humide, une pièce mal ventilée ou des taches suspectes sur du bois, ne laissez pas traîner. Traiter l'humidité, c'est empêcher la mérule de s'installer. Merci beaucoup Édouard David pour cette alerte utile et à tous nos auditeurs, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire, merci Édouard. Une petite pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler du viager. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, vous êtes toujours sur Sud Radio. Bon appétit, il est samedi. On est ravis d'être avec vous. Couvrez-vous, il pleut partout en France. C'est normal, c'est un peu l'hiver. Mais on vous réchauffe le cœur en parlant de votre logement et de votre habitat. Justement, l'émission qui répond également à vos questions. Et tout de suite, on fait un point, par exemple, sur le viager. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Voilà, bien conseillé, bien protégé avec vous, essentiellement, notre Bérénice de Villefloriot préférée. C'est gentil ça, Sylvain. Vous savez parler aux femmes. Voilà, alors, on va s'intéresser aujourd'hui à ceux par qui tout commence, les vendeurs en viager. Alors, pourquoi on choisit ce mode de vente quand on veut vendre une maison, un appartement? Quelles sont les étapes à suivre et surtout, comment bien s'entourer pour sécuriser sa démarche? Parce que c'est pas toujours évident. Pour en parler, on retrouve Marine Livotti, directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors Marine, merci d'être avec nous. Première question, pourquoi un propriétaire choisit-il de vendre en viager ? Les motivations vont être assez diverses, mais elles tournent toutes autour d'un même objectif qui va être retrouver une vraie liberté financière. On a beaucoup de seniors qui souhaitent finalement compléter leur retraite grâce à de la rente mensuelle pour mieux vivre au quotidien et puis pallier souvent à des pensions de retraite qui sont relativement faibles. D'autres veulent anticiper une éventuelle dépendance ou même aider parfois leurs enfants de leur vivant sans forcément attendre la succession. Et ensuite, il y a ceux qui veulent tout simplement rester chez eux tout en transformant leurs biens, qui sont souvent leur seul patrimoine, en argent immédiatement disponible.
disponibles. Donc le viager leur permet tout simplement de monétiser un patrimoine immobilier qui est dormant, et ça leur permet de profiter pleinement de leur retraite, de sécuriser leur maintien à domicile. C'est une solution qui est à la fois souple, humaine et parfaitement adaptée à de nombreuses situations de vie finalement. Et oui, adaptée à nos seniors et pas que. Alors concrètement, quelles sont les grandes étapes d'un projet de vente en viager ? Alors, la première des étapes, ça va être de commencer par l'étude patrimoniale complète. Donc on va regarder la situation personnelle des clients, on va regarder leur âge, leurs besoins surtout, et bien sûr la valeur de leurs biens. Donc à partir de tout ça, on va faire une simulation et un montage financier. Donc on part de cette évaluation de la valeur vénale, on va regarder le choix le plus adapté de vente en fonction des besoins du vendeur, viager occupé, viager libre, nue propriété ou encore de la vente à terme, et ensuite on va pouvoir donc définir le bouquet et calculer la rente correspondante. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on valide le projet en signant avec nos vendeurs un mandat de vente qui nous permettra de lancer la commercialisation du bien. Et à partir de là, donc on va sélectionner des acquéreurs fiables, organiser des visites, et puis lorsque le bien correspond et qu'on a affaire à un projet qui est sérieux, on va formaliser une offre d'achat. L'étape suivante, ce sera la signature chez le notaire qui va venir sécuriser juridiquement la transaction. Et bien entendu, à l'Office du viager, nous sommes présents sur chacune des étapes que je viens de citer, que ce soit de l'analyse, des calculs, du conseil, de la sélection des acquéreurs, de l'accompagnement notarial. Notre rôle, c'est vraiment de sécuriser la démarche à la fois du vendeur comme celle de l'acquéreur, du premier échange jusqu'à la signature finale. Et alors j'imagine qu'il y a quand même des points de vigilance. Vous pouvez nous dire lesquels ? Alors oui, absolument. Le viager, il doit se faire, bien sûr, comme on l'a dit, dans un cadre juridique clair, sans aucune ambiguïté. Et justement, pour éviter, notamment, par exemple, des montages familiaux qui seraient mal encadrés et qui pourraient être, par exemple, requalifiés en donation déguisée. Alors c'est quoi une donation déguisée ? Alors, c'est tout simplement une donation qui prend l'apparence d'une vente. Par exemple, lorsqu'un parent voudrait vendre son bien à un prix anormalement bas à l'un de ses enfants, à un neveu, une nièce, dans le but tout simplement de permettre un avantage au détriment d'autres héritiers, c'est ça qu'on appelle la donation déguisée. Et en viager occupé, ça pourrait arriver lorsque, par exemple, un vendeur chercherait à attribuer un bien de manière préférentielle à un seul proche, en contournant finalement la succession. Et donc pour éviter toute contestation, nous on travaille en amont avec les notaires dans le but de garantir que tout soit légal, équilibré, conforme aux règles fiscales, parce que le viager c'est vraiment une vente authentique et ça ne peut pas être un arrangement familial tout simplement. Eh bien merci beaucoup Marine Livotti. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le site internet, l'Office du viager tout simplement. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et voici maintenant l'heure venue de poser la grande question. C'est une tradition chaque semaine sur Parlons Immo. Bérénice, cette question, on va la poser à Xavier Lépine qui est resté avec nous. Et oui, alors Xavier Lépine, donc vous êtes le président de Néoproprio. Merci d'être resté avec nous. Donc c'est vrai que depuis quelques jours, le monde de l'immobilier ne parle que de ça, le nouveau statut du bailleur privé qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui a été envoyé au Sénat, qui doit s'appliquer à partir de 2026, si on a un budget, parce qu'il doit être dans le budget. Alors pour nos auditeurs, le statut du bailleur privé, en fait, c'est un peu compliqué dans ces termes-là. C'est un dispositif qui est censé relancer l'investissement locatif, donc donner aux Français l'envie d'acheter un appartement, une maison pour le mettre en location. Il repose sur un système d'amortissement fiscal sur la location nue. À côté de ça, dans le même temps, le fameux statut LMNP, le loueur meublé non professionnel, est sérieusement raboté, amortissement limité, réintégré dans la plus-value, règles qui bougent en permanence. Résultat, beaucoup d'investisseurs particuliers ont l'impression qu'on les change, qu'on change les règles du jeu en cours de partie, et ils désertent. Xavier Lépine, vous qui connaissez parfaitement justement cet investissement locatif et les comportements des investisseurs, est-ce que ce nouveau statut du bailleur privé, combiné au durcissement du LMNP, peut réellement donner envie aux particuliers d'investir dans le logement ? Ou est-ce que cette instabilité fiscale a déjà cassé la confiance pour longtemps ? Vaste question, vous avez 2 heures. Oui, mais 3 minutes maximum. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Tout simplement parce que
de remettre en cause le statut du loueur en meublé non professionnel en disant, voilà, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous avez acheté un logement sur une certaine base fiscale qui est objectivement très généreuse et peut-être trop généreuse à une époque où les prix de l'immobilier n'arrêtaient pas de monter. Donc vous aviez finalement un double effet qui se coule. D'un côté, un amortissement, ce qui fait que vous ne payez pratiquement jamais d'impôts sur les revenus que vous avez. Et en plus, les prix augmentent. Donc on ne réintégrait pas l'amortissement. Donc il était logique et relativement normal, peut-être à contre-temps, alors que l'immobilier a peu de chances de progresser beaucoup dans les années à venir, de le mettre en place maintenant. Mais surtout, il a été décidé que cette loi serait rétroactive. Vous savez, les lois pénales ne sont jamais rétroactives, sauf si elles sont plus douces. Par contre, les lois fiscales, elles sont rétroactives, surtout quand elles sont plus dures. Donc, en fait, vous avez ici cassé la confiance, parce que quel que soit finalement le statut du bailleur privé, le taux d'amortissement, vous dites, je vais devoir acheter cet appartement, c'est intéressant parce que j'amortis virtuellement ce bien, donc je ne paye pas d'impôts, et on me dit que je dois le détenir pendant très longtemps parce que j'ai un crédit dessus. Mais qu'est-ce que la stabilité fiscale à partir du moment où vous apercevez que rétroactivement parlant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un peut dire tout ce que je vous ai dit en 2025, c'est fini. C'est fini. Oui, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, il y a plein de Français qui sont loueurs meublés non professionnels, donc qui ont acheté un bien, qui l'amortissent, donc qui ne payent pas d'impôts sur les revenus qu'ils perçoivent, parce que c'est le principe de l'amortissement. Ils amortissent le prix du bien, les travaux, voilà. Ce qui est logique, c'est une activité économique comme une autre. Voilà, ils jouent un rôle social. Justement, on aimerait bien, et les propriétaires aimeraient bien être reconnus comme des acteurs économiques, des agents économiques. Je termine là, on leur a dit concrètement que cet amortissement, ils vont devoir le réintégrer. Tout à fait. Quand ils vont revendre. Au moment où vous décidez de casser la tirelire en quelque sorte en revendant, on vous dit finalement non, c'était pas comme ça. Ouais. C'est donc n'importe cette quoi. instabilité fiscale rétroactive. L'État ne tient pas les promesses qu'elle fait à ses investisseurs et c'est insupportable. Et il faut le dire, c'était le dernier dispositif qui était un peu avantageux, qui était sympathique, qui donnait envie d'investir. Sans ça... Tout à fait. Et une fois de plus, je ne critique pas la décision de dire il faut le réintégrer. Ce que je critique, c'est l'instabilité lié au fait que vous faites des lois rétroactives. Oui, en fait, le problème que dans notre pays, mais c'est valable pour tout, c'est d'avoir une vraie vision dans le temps. Si tous les ans, on rebat les cartes systématiquement, forcément, ce n'est pas de nature à restaurer la confiance. Alors, en fait, en France, on a un énorme marteau fiscal. Oui. Donc, pratiquement, on ne connaît ça, on a un énorme outil, c'est un marteau fiscal. Donc, quand vous avez un énorme marteau, tous les problèmes ont une forme de clou. C'est vrai. J'aime beaucoup cette expression. Ça, c'est très très une belle bon. métaphore. Ça, non, mais le budget encore 2026, il n'est pas du tout certain qu'il soit adopté en l'état. On a eu les atermoiements assez pitoyables de l'Assemblée nationale sur le statut du bailleur privé. Encore une fois, les propriétaires, eux, ils ont juste l'impression d'être une variable d'ajustement, point. Oui, vous avez 7 millions de personnes qui louent à des particuliers. Il faut qu'il y ait 7 millions de propriétaires. Voilà. Ou alors, il faut qu'on accepte qu'ils en aient 5 chacun. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est difficilement acceptable aussi. Et c'est justement le sujet dont on parle toutes les semaines dans Parlons Immo, les petits propriétaires qui complètent aussi leur retraite. Il faut le rappeler, c'est pas des salauds de capitalistes qui exagèrent sur le dos des pauvres, c'est aussi beaucoup d'agents économiques, vous l'avez rappelé. Merci Xavier Lépine, je rappelle que vous êtes le président de Néo-Proprio, on peut vous trouver facilement sur Internet, une idée innovante, ingénieuse pour accéder à la propriété. Merci à toute l'équipe de Parlons Immo, Bérénice de Villeflorio, Grégoire Darico, le docteur Laurent Permas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Immo. Je rappelle que cette émission est rediffusée sur Radio Immo tous les mardis à midi. Passez une belle semaine et prenez soin de vous. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.